Très bien. Donc, un grand bonjour à tous. Je suis toujours très sincèrement ravie de vous retrouver à diverses occasions. C'est un plaisir qu'on puisse voilà, échanger de temps en temps. Ça me fait toujours plaisir. Alors, je vais vous expliquer juste pour commencer le pourquoi de cette réunion et aussi de son format. Donc en fait, comme vous le savez, on vous l'avez dit, et on est vraiment content de le faire. On ne le fait pas que parce qu'on vous l'a dit. On tient à vous présenter régulièrement l'avancée des travaux, des résultats. Et pour ça, on privilégie évidemment des réunions en présentiel. Voilà, on essaie de trouver un lieu, un format où on puisse échanger en présentiel, ce qui est beaucoup plus facile et accessible pour tous qu'en visio. Là, on publie ce qu'on appelle les résultats des critères de jugement principaux de l'étude. C'est-à-dire qu'en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'explorer l'effet de l'apprentissage d'une langue étrangère et de la méditation sur plein d'aspects de la santé mentale. Vous êtes bien placé pour le savoir parce qu'on vous a bien exploré sur toute votre couture avec les examens d'imagerie, de sommeil, tous les questionnaires auxquels vous avez répondu, etc. Donc nous, chercheurs, on s'intéresse à tous ces aspects-là et aux deux interventions par rapport à la condition contrôle sans intervention. Et donc, on va avoir pendant 10 ans, 20 ans d'analyse à faire au cours des années qui viennent. Mais dans le cadre de la recherche scientifique, on doit, au départ de tout essai clinique, parce que c'est un essai clinique, hein, même si c'est non pharmacologique, c'est un essai clinique, on doit déterminer un peu ce qu'on appelle des critères de jugement principaux. Et c'est un peu comme à la loterie, on doit voilà, sélectionner un numéro et une couleur, et on dit c'est là-dessus qu'on va décider si l'intervention a un effet ou pas. Donc, pour la méditation, on avait déterminé ces critères principaux et la règle veut que ces critères principaux doivent être publiés en premier. Et c'est ça qui va faire le plus de bruit. Donc, voilà, on l'a fait en premier. On a publié, après beaucoup de travail, ces premiers résultats. Et même si ce n'est pas nous, chercheurs, ce qui va nous informer le plus, c'est en tout cas ce qui est déterminé comme étant la première publication à partir de laquelle, après, on a le droit de publier tout le reste. C'est aussi, parce que c'est la première, une publication qui fait beaucoup de bruit, qui est reprise par les médias, etc. Et quand on a un peu... quand la publication a été acceptée et qu'elle était sous embargo, mais qu'elle a commencé à être reprise par les médias, on a compris que ça allait être repris par pas mal de médias et on s'est dit que c'était peut-être bien que vous ayez un espace en fonction de ce que vous allez lire dans les médias qui, vous savez, nous échappe toujours un petit peu quand même si on essaye de relire ou de dire qu'on veut relire, c'est pas toujours possible et surtout, tout le monde ne va pas passer par nous pour publier. Donc, ça sort dans les médias et on voulait que vous ayez un espace pour pouvoir en discuter, poser des questions parce que c'est pas toujours bien repris. Il y a parfois des choses fausses d'ailleurs qui sont dites ou des choses qui sont amenées de telle sorte que vous pouvez ne pas comprendre. Et on s'est dit que c'était peut-être bien si au moment où ça sort et où il y a tous ces médias, vous avez vous directement à la fois les informations directement du chercheur telles que nous, on les publie et aussi un espace pour poser des questions en fonction de ce que vous avez déjà pu voir ou ce que vous allez voir. Comme ça, peu importe ce qui sort, vous avez l'information directe. Donc, on ne pouvait pas, par contre, c'était urgent, parce qu'il faut que la publication est sortie le 10 octobre, on voulait que ce soit organisé tout de suite. On n'avait pas le temps, du coup, de faire une réunion en présentiel. Il faut réserver la salle, il faut prévenir tout le monde bien à l'avance. Voilà, c'est beaucoup plus de logistique, il nous faut beaucoup plus de temps pour organiser ça. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce format-là. Puis, dernière chose que je voulais préciser, c'est que ces résultats, eh bien, on les représentera en présentiel aussi, parce que quand on fait une réunion en présentiel, à peu près une fois par an, tous les 2 ans, ça dépend, eh bien, on essaye de présenter l'ensemble des résultats publiés à ce jour où on vous voit. Et donc, il y aura aussi une vraie présentation en présentiel de ces résultats. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, vous avez déjà des commentaires ou des questions. Voilà, n'hésitez pas, hein,
une réunion informelle, ce n'est pas une grande conférence d'un grand chercheur, etc. Donc, vous n'hésitez surtout pas, on est là pour discuter ensemble, échanger. Voilà, donc moi, j'ai préparé une petite présentation pour vous présenter les résultats de façon visuelle, mais surtout, n'hésitez pas à intervenir, à discuter, à échanger. Voilà. Et comme je disais, je suis ravie de tous vous voir. Je suis ravie aussi de voir Corinne, que je n'ai pas vue, l'enseignante d'anglais que je n'ai pas vue depuis longtemps. Coucou Corinne, spécial coucou pour toi. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, vous me direz si ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Est-ce que vous pouvez voir en diaporama? Oui. Parfait. Oui, ça marche. Très bien, super, merci. Alors, voilà, donc c'est l'article sur les critères de jugement dits primaires et secondaires principaux de l'étude Edgewell. Voilà comment se présente la publication dans JAMA Neurologie, qui est sortie depuis le 10 octobre 2022 et donc reprise par les médias depuis cette date. Vous connaissez tous le dessin, le design, comme on dit, de l'étude. Donc, vous êtes 137 seniors de plus de 65 ans à avoir été recrutés dans cette étude. Il y a également un groupe de 30 experts méditants qui a été recruté. Vous avez eu un ensemble d'examens, des examens questionnaires et papier-crayon, des tests cognitifs, des examens d'imagerie, des examens du sommeil, et puis des examens, des mesures dans votre sang, de plein de paramètres. Vous avez ensuite été répartis au hasard, avec un groupe qui va méditer, un groupe qui va apprendre l'anglais et un groupe sans intervention. À la fin de ces interventions de 18 mois, vous avez à nouveau eu l'ensemble des examens de départ. Et puis, il y a eu un petit examen à 9 mois également, donc au milieu de l'intervention de 18 mois, avec surtout des tests et des questionnaires. Voilà, donc là, vous savez maintenant tous que ça, c'était l'étude qu'on avait prévue au départ et que depuis, beaucoup de choses se sont ajoutées grâce à des financements complémentaires, notamment de la région Normandie, MMA et voilà. Et après les 18 mois de l'étude, ici, vous voyez ma souris? Oui. D'accord. Après les 18 mois de l'étude, on avait prévu 18 mois encore plus tard, donc à 36 mois de l'inclusion, de à nouveau répéter l'ensemble de ces examens. Et puis, on a tous été surpris par le Covid, la pandémie, qui a été associée à des périodes de confinement. Donc, on va dire, profité de cet événement pour faire des questionnaires pendant ces périodes auxquelles vous avez été nombreux à répondre. Je vous en remercie. Et donc, on travaille activement là sur les résultats de ces questionnaires. Et ensuite, on a pu faire un suivi à plus long terme pour lesquels on est en train de terminer les mesures de la 3e vague en ce moment même. Donc, il y a un suivi à plus long terme, environ 3 ans après, avec l'ensemble des examens répétés à nouveau. Aujourd'hui, les résultats qui correspondent à la publication des critères primaires indispensables dans le cadre d'un essai clinique, comme je vous le disais, correspondent aux résultats de ces données-là, c'est-à-dire 137 seniors, les données d'imagerie, et pas tous, je reviendrai dessus, juste 2 régions pour lesquelles on a mesuré le volume et la perfusion, et puis des critères secondaires principaux, des critères secondaires principaux, mais qui correspondent à des questionnaires visant à mesurer les capacités attentionnelles, etc. Je reviendrai dessus. Donc, ces données recueillies au départ, avant la répartition au hasard, mais aussi après l'intervention sur ces critères-là. Juste, je veux expliquer rapidement pourquoi, comme critère primaire, on a choisi le volume et la perfusion, donc 2 mesures d'imagerie sur de multiples examens d'imagerie que vous avez eus, de 2 régions, de 2 petites régions dans le cerveau, des petites régions spécifiques, le cortex singulaire antérieur et l'insula. Alors, en fait, comme je vous le disais, il faut un peu comme à la loterie déterminer quels vont être nos critères primaires. Et donc, on a regardé dans la littérature ce qui aurait pu être le plus probablement impacté par
par la méditation, puisque ces critères primaires ont été définis sur l'impact de la méditation par rapport à sans intervention et par rapport à anglais. Donc, il y aura d'autres études qui seront spécifiquement vouées à évaluer l'impact de l'intervention de l'anglais. Et puis, comme on vous le dit depuis le départ, hein, l'étude sans intervention nous permet de mesurer plein d'autres choses liées au vieillissement normal et ou au lien entre des paramètres qu'on mesure. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, les critères primaires pour mesurer les effets de la méditation. En fait, ce que nous dit la littérature, c'est premièrement concernant le cortex singulaire antérieur, qui est une région à l'avant du cerveau. Donc, je vais vous montrer où il se situe plus tard. C'est une structure que l'on sait être particulièrement sensible à la réserve, c'est-à-dire que les activités que vous allez faire tout au long de votre vie, et y compris sans intervention, hein, mais quand vous allez faire de l'activité physique, de l'activité stimulante cognitivement, des activités sociales épanouissantes, etc., ça vous donne une réserve tout au long de votre vie. Et ça, particulièrement au niveau du cortex singulaire antérieur, qu'on va voir les effets de cette réserve. Alors, comme vous le savez, on pourrait éviter 1 cas sur 3 de démence grâce à la prévention des facteurs de risque, mais aussi en favorisant les facteurs que l'on sait avoir un impact positif, donc activité cognitive, physique et contacts sociaux. Et puis d'autres études après ont montré que, surtout à l'âge senior, eh bien, les facteurs de risque sont notamment les facteurs de risque cardiovasculaires, l'isolement social et puis la dépression. Donc voilà les facteurs de risque sur lesquels on peut agir pour réduire les risques de démence. Parmi les régions cérébrales que l'on sait être importantes pour réduire ces risques de démence, mais aussi pour la réserve, eh bien, on retrouve les régions en rouge ici, et notamment, vous voyez ici, ce bout de cortex qui se situe à l'avant du cerveau, au centre de votre cerveau, donc au niveau entre vos 2 hémisphères cérébraux, qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Donc, toute cette partie-là, elle est connue comme étant commune pour les différentes activités qui vont vous donner une réserve et qui vont un peu vous préserver de la démence. En tout cas, réduire les risques de démence. C'est ce qu'on appelle une signature des régions de la résilience, de votre capacité à résister contre le vieillissement et la maladie d'Alzheimer, notamment. Donc ça, c'est une première chose. Le cortex singulaire antérieur, c'est une région généralement impliquée dans la réserve. On va dire un peu importe les activités qui sont faites, elle va un peu systématiquement être retrouvée. De façon un peu différente, donc ça, c'est une étude qui montre les régions impliquées dans différents types de méditation. On ne va pas regarder tout ça en détail, mais ce qu'on peut voir, c'est que ce même cortex singulaire antérieur, que l'on retrouve ici. Vous voyez ici, on est à l'interface entre les 2 hémisphères cérébraux et puis on est vers l'avant du cerveau. On retrouve ce cortex singulaire antérieur et vous voyez qu'on va le retrouver notamment impliqué dans différents types de méditation. En jaune, en rouge, en bleu, il est impliqué et en jaune, en rouge, en bleu, c'est différents types de méditation. On va retrouver également l'insula. L'insula, ici, vous voyez, il se situe entre le lobe frontal à l'avant du cerveau et le lobe temporal. Et on va le retrouver cette fois plus dans des activités spécifiques comme régulation émotionnelle, connaissance de soi, le ressenti que l'on a sur soi-même. Et c'est des activités qui vont être plus spécifiquement mises en œuvre par l'entraînement à la méditation. Ça, c'est un schéma que je vous avais présenté il y a longtemps dans les conférences grand public qu'on avait données pour le recrutement des participants. Et donc, c'est ce qu'on savait déjà avant de réaliser l'étude. Et vous voyez qu'on retrouve notamment ce cortex singulaire antérieur comme étant impliqué dans la méditation et également l'insula qui, lui, va être plus spécifiquement impliqué dans la connaissance de soi, mais aussi la régulation des émotions. Alors ça, c'était l'étude faite chez les experts méditants et vous voyez qu'on retrouve comme étant
particulièrement préservé du vieillissement, ce cortex singulaire antérieur et cette insula. Voilà, donc tout ça pour dire que, pour toutes ces raisons, on a choisi ces deux régions-là, cortex singulaire antérieur et insula. Mais plus précisément, on avait des hypothèses un peu différentes. On se disait, le cortex singulaire antérieur, en fait, on pense qu'il va être préservé par les deux interventions. Donc, que l'on fasse une pratique intensive pendant 18 mois de méditation ou une pratique intensive qui correspond à un apprentissage d'une langue étrangère, l'anglais, on s'attend à avoir une préservation du cortex singulaire antérieur. Et on a choisi deux mesures parce qu'on sait qu'elles sont complémentaires, le volume et le fonctionnement. Donc, le fonctionnement, ici, il est mesuré avec la perfusion. Donc, ce cortex singulaire antérieur, pour cette publication sur la méditation, on dit qu'il va être préservé dans la condition méditation par rapport à la condition sans intervention, mais pas par rapport à la condition anglais, parce qu'on pense que la condition anglais va aussi préserver ce cortex singulaire antérieur. Et par contre, il nous fallait aussi choisir une région qui allait être préservée spécifiquement par la méditation par rapport à l'anglais, et c'est pour ça qu'on a choisi l'insula, parce qu'on pense qu'elle met en œuvre des activités qui vont être plus spécifiquement sollicitées par l'entraînement à la méditation. Donc l'insula, on faisait l'hypothèse que son volume et sa perfusion allaient être plus spécifiquement préservés dans la condition méditation par rapport à la condition anglais. Voilà les hypothèses qu'on avait faites, à nouveau un peu basées sur la littérature, bien sûr, avec des arguments scientifiques forts, mais comme vous voyez, en sélectionnant deux mesures parmi les millions de mesures qu'on a faites comme étant les critères primaires. On reviendra sur les critères secondaires principaux plus tard, qui sont des mesures cette fois comportementales. Ça, c'est le schéma de recrutement de tous les participants. Donc, vous voyez, au début, on a pré-screené, c'est-à-dire pré-sélectionné 900 individus sur la base des questionnaires auxquels vous aviez répondu au tout début de l'étude avant d'être recontacté puis d'avoir des tests. Donc, 900 personnes avaient répondu au questionnaire. On en a évalué 157 qui semblaient éligibles sur la base des questionnaires. On en a exclu plusieurs pour différentes raisons qui ne répondaient pas du coup aux critères d'inclusion et d'exclusion qu'on avait déterminés pour l'étude. 137 au final ont été sélectionnés, inclus et répartis au hasard dans les 3 bras de l'étude, méditation, anglais et sans intervention. Au final, on a dû en exclure un a posteriori parce qu'en fait, il s'est avéré qu'il ne répondait pas aux critères d'inclusion tels que définis ici, mais on n'avait pas cette information avant, donc on a dû l'exclure a posteriori. Donc au final, on a analysé les données chez 45 participants qui ont reçu l'intervention de méditation, 45 l'intervention d'anglais et 46 qui n'ont pas eu l'intervention. De façon anecdotique, il y a un participant qui avait été réparti dans le groupe sans intervention et qui en fait a suivi l'intervention d'anglais. Et il faut savoir que parce qu'on s'est trompé dans le processus, et donc il a eu la mauvaise intervention entre guillemets, il a donc, en tout cas il a été réparti dans le bras qui n'était pas prévu au départ, on a dû traiter cette personne comme si elle n'avait suivi aucune intervention, donc dans le bras sans intervention qui était prévu au départ, et ce même si au final cette personne a bénéficié de l'intervention en anglais. C'était la règle, et il se trouve que c'est celle qui a presque le plus pratiqué au final chez elle, même si tous les participants ont beaucoup pratiqué chez eux, que ce soit l'anglais ou la méditation. Cette personne qu'on a dû traiter comme contrôle sans intervention, eh bien, au final, c'est avéré être presque celle qui a le plus appris l'anglais. Mais c'est comme ça, on a dû le traiter, c'est la règle, c'est des règles très strictes pour traiter ces données. Donc, on a dû le traiter dans le bras sans intervention. Les résultats. Alors, premièrement, les résultats sur le volume. Le volume du cortex singulaire antérieur, ici, cortex singulaire antérieur, et le volume de l'insula. Donc, cortex singulaire intérieur
antérieur par rapport au groupe sans intervention et insula par rapport au groupe anglais. Alors, je vais vous expliquer comment c'est présenté ici. Il y a deux informations importantes. La première, c'est le graphique ici. Vous avez le point du graphique qui représente la moyenne du groupe, enfin la moyenne de la différence entre les deux groupes. Et au milieu, c'est s'il n'y a pas de différence. Si le point se situe à droite, c'est que ça favorise la méditation. Si ce point se situe à gauche, c'est que ça favorise l'autre, c'est-à-dire l'autre, c'est sans intervention pour en haut, et pour l'insula, l'intervention d'anglais. Et il y a la barre ici qui est importante quand même, parce qu'en fait, il faut que l'ensemble de la barre se situe à gauche pour que l'on conclue à un effet significatif, pour qu'on puisse dire que la méditation est mieux que l'autre intervention pour nos critères. Ça, c'est la première information qu'on peut regarder. La deuxième, c'est la valeur de P ici. En fait, on s'accorde une marge d'erreur. On dit que si on a 95% de chances que la méditation soit meilleure, alors on peut dire que la méditation a un impact. Sinon, en dessous de 95% de chances, on dit qu'il n'y a pas d'effet. Et donc, on s'accorde 5% d'erreur. Ici, c'est un peu ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il faut que le P soit à 0,05, et si le P est à 0,05, c'est-à-dire qu'on est inférieur à 5% d'erreur. Là, vous voyez que le P il est à 0,36, c'est-à-dire 64% de chances qu'on favorise la méditation et 36% de chances de faire une erreur. Donc, on considère que ce n'est pas significatif. Donc, vous voyez que, pour conclure ici, pour le volume du cortex singulaire antérieur et de l'insula, la moyenne, c'est-à-dire le point ici, est en faveur de la méditation. Donc, on a plutôt un petit avantage de la méditation, mais ce n'est pas significatif. Donc, on conclut à une absence d'effet de la méditation pour deux raisons. La première, c'est que vous voyez que la ligne ici, elle ne se trouve pas de ce côté-là du graphe, elle ne se trouve pas à droite, elle dépasse ici par rapport à ce trait central. Et la deuxième, c'est que le risque que l'on prend, qui est cette valeur P ici, est supérieur à 0,05, qui est le risque que l'on s'accorde. Voilà, ça c'est pour le volume. Pas d'effet significatif de la méditation sur le volume du cortex singulaire antérieur et de l'insula. Voyons pour la perfusion. Vous voyez que pour la perfusion, on est à nouveau ici dans le cortex singulaire antérieur par rapport à sans intervention et dans l'insula par rapport à la condition anglais. Ce qu'on peut voir, c'est que, à nouveau, quand on fait la différence entre avant et après l'intervention, eh bien, on semble avoir un effet plus fort de la méditation pour préserver ces régions par rapport à l'autre intervention. Vous voyez qu'à nouveau, la moyenne de la différence se situe du côté de favorise la méditation, donc se situe à droite de cette ligne centrale. Et à nouveau, par contre, on ne dépasse pas, on n'est pas tout à fait complètement à droite, en fait. Ici, vous voyez que cette ligne-là, il faudrait qu'elle soit juste de l'autre côté ici. Pareil ici pour l'insula. Et vous voyez les valeurs de P, à nouveau, elles ne sont pas inférieures à 5%. Vous voyez qu'ici, au lieu de prendre 5% de risque de se tromper si on dit que la méditation a un effet, on prend 6% de risque pour le cortex singulaire antérieur et 9% de risque pour l'insula. C'est-à-dire qu'il y a 94% de chances que la méditation ait un effet sur la perfusion du cortex singulaire antérieur. Il y a 91% de chances que la méditation ait un effet supérieur à l'anglais sur l'insula, mais ce n'est pas supérieur à 95% de chances, donc on ne peut pas conclure à un effet significatif de la méditation sur la perfusion de ces régions.
on peut conclure, on peut quand même dire qu'il y a une tendance. Il y a une tendance à avoir un effet de la méditation significatif parce qu'on n'est vraiment pas loin, en fait. On est quand même inférieur à 10% de risque de se tromper dans les deux cas. Alors, on a fait ici ce qu'on appelle des analyses de sensibilité que vous voyez en bas, en regardant si on enlève les cas extrêmes, en regardant si on prend que les personnes qui ont eu un minimum d'intervention, en ajustant pour les vagues, vous savez que vous avez été répartis dans 3 vagues, en ajustant pour l'amyloïde, qui est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Eh bien, dans toutes ces analyses, on se retrouve dans le même cas de figure, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est en faveur de la méditation, mais ce n'est pas tout à fait significatif. Des fois, ça l'est presque. Vous voyez, 0,056. Donc, on est tout près, mais on n'atteint pas le seuil de significativité que l'on s'est fixé. Dernier résultat, on avait des mesures qui correspondent à des critères secondaires, mais considérés comme principales. On avait cette fois choisi des mesures composites, des scores composites qui correspondent à des questionnaires auxquels vous avez répondu et qui mesurent des fonctions que l'on pense être importantes et particulièrement sollicitées par la méditation. La méditation, pour ceux qui l'ont pratiquée, que ce soit lors de cette étude ou dans d'autres occasions, ou après, dans le cadre des 2 mois qui étaient proposés, ou par votre propre chef, eh bien, vous voyez qu'elle fait appel à des capacités attentionnelles. On demande de concentrer son attention sur les sensations dans le corps ou sur sa respiration. Donc, il y a les capacités attentionnelles qui sont très sollicitées par rapport à dans la pratique de méditation et qui vont donc être augmentées après une pratique de méditation. Il y a aussi des capacités humaines ou émotionnelles, de régulation émotionnelle, d'interaction avec les autres, voilà, notamment dans les 9 mois de pratique de méditation plus orientée sur amour bienveillant et compassion. Eh bien, on va vraiment travailler ces aspects dits socio-émotionnels. Et puis enfin, connaissance à soi. Il y a aussi beaucoup dans la pratique de méditation qui a attrait à la connaissance que l'on a de soi-même. Et donc, c'est ces 3 fonctions, capacité attentionnelle, capacité socio-émotionnelle et connaissance de soi. Vous voyez ici, régulation attentionnelle, capacité socio-émotionnelle et connaissance de soi, que l'on va mesurer, parce que l'on pense être particulièrement sensible à la méditation, et on va en créer des scores composites à partir d'un ensemble d'échelles que vous avez remplies, mesurées. Donc, on ne se base pas uniquement sur une réponse que vous avez donnée, ni sur une seule échelle, un seul score, mais un ensemble de scores à partir desquels on va fabriquer un score composite pour que ce soit plus fiable. Quand on va regarder les résultats des effets de l'intervention sur ces 3 sous-scores et sur le score global, eh bien, cette fois, on va trouver un effet significatif de la méditation qui a tendance, ici en violet, à améliorer ses scores par rapport aux 2 autres interventions, enfin, aux 2 autres conditions, pardon, anglais ou sans intervention, en orange et en gris. Donc, vous voyez que pour les capacités de régulation attentionnelle, on a une augmentation entre avant et après l'intervention par rapport aux 2 autres groupes. Et celle-ci est ce qu'on dit statistiquement significative. Vous voyez qu'on retrouve la petite valeur de P ici et on voit qu'elle est inférieure à 0,05. C'est-à-dire que si on dit que la méditation a un effet, on prend moins de 5% de risque de se tromper. Il y a 95% de chances qu'on ait raison de dire que la méditation a un impact significatif. Pareil ici, vous voyez qu'à nouveau, on a une valeur de P inférieure à 5% de chance. On a 1% de chance de se tromper en disant que la méditation préserve les capacités socio-émotionnelles mieux que les 2 autres conditions. L'effet n'est pas significatif sur les capacités de connaissance de soi. La valeur de P, vous voyez qu'elle est supérieure à 0,05, donc on prend plus de 5% de chance.
Là aussi, vous voyez, on peut parler de tendance. Je vous disais, quand c'est inférieur à 10%, on peut quand même parler de tendance. Donc, il y a une tendance sur les capacités de connaissance de soi. Et le score global, qui correspond à une moyenne des 3 autres, bien sûr, eh bien, il montre aussi un effet significatif. Voilà, donc en conclusion, pas d'effet sur les volumes du cortex singulaire antérieur et de l'insula après les 18 mois de méditation. Donc, on en conclut que 18 mois de méditation, ça ne suffit pas à modifier les effets de l'âge sur le volume. C'était un peu ambitieux de vouloir montrer un effet de l'âge sur le volume parce qu'en fait, il y a un effet de l'âge, mais aujourd'hui, les effets de l'âge, ils s'exercent depuis 60 jusqu'à 90, 100, 110 ans. Et donc, c'est quelque chose de très, très faible, très subtil. Vouloir modifier le décours temporel d'un effet aussi subtil, c'était assez ambitieux. Le volume, c'est quelque chose qui représente, pour être modifié, des milliers de neurones ou de connexions, etc. Donc, le modifier aussi, on peut penser que ça peut prendre beaucoup de temps et quelque chose de très intense. Et enfin, il faut bien voir que les autres groupes sont très actifs. Vous êtes une population relativement très, par rapport à la norme, pas complètement représentative de la population des plus de 65 ans. Vous avez tous tendance à voir un vieillissement un peu plus lent encore. Donc, voilà, ce n'est pas complètement étonnant après coup de se dire qu'on n'a pas réussi à modifier significativement le volume de ces deux régions, malgré le fait que quand on avait mesuré des experts méditants qui avaient des milliers et des milliers d'heures de méditation, vous voyez, l'étude pilote dont je vous avais parlé, on montrait bien que leur volume était préservé. Mais ce n'est pas pareil, c'était des milliers d'heures de méditation et peut-être qu'il faut méditer tout au long de sa vie pour que ça modifie le volume. Bon. Les conclusions sur la perfusion sont un peu différentes. Il n'y a pas d'effet statistiquement significatif sur la perfusion. Vous vous rappelez que les valeurs de P, elles étaient un petit peu plus élevées que 0,05, donc 5% de risque. On avait 6% de risque et 9% de risque. Donc, c'était plus que ce qu'on s'était accordé. Mais il y a quand même une tendance en faveur de la méditation. Et quand on regarde la taille des faits, on voit qu'il y a quand même 13 mois de diminution en moins sur la perfusion sur la durée de l'intervention. Et donc, peut-être que si on avait eu un groupe plus important de participants, ou alors un suivi un petit peu plus long, on aurait pu peut-être trouver cette fois un effet significatif de la méditation sur la perfusion de ces régions. Enfin, on montre un effet cette fois statistiquement significatif sur 3 des 4 critères de jugement secondaire principaux. Et donc, comme ceux-ci mesurent des aspects clés du bien-être, selon une étude, ces aspects de régulation attentionnelle, socio-émotionnelle et de connaissance de soi sont clés pour le bien-être, eh bien, on montre quand même que la méditation a un effet significatif sur la santé mentale et l'épanouissement humain, reflété par le bien-être. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et maintenant je suis ravie d'avoir un moment d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions, qu'elles concernent celles des résultats que je viens de vous présenter, celles d'éventuelles traductions que vous avez trouvées dans les médias ou n'importe quelle autre question sur n'importe quel autre sujet en lien avec ce qui nous réunit. Voilà. La parole est la vôtre, est à vous. Lorsqu'il y a des publications dans les médias, est-ce qu'on pourrait être prévenu par un mail envoyé à tous pour dire qu'il y a tel ou tel article qui est paru dans telle publication, dans Ouest France ou autre publication plus spécialisée? Oui, alors, on peut le faire par exemple pour Ouest France ou France Bleu Normandie. Il faut savoir que pour l'instant, c'est publié le 10 octobre, il y a déjà une 50aine de médias dans le monde en Europe et plus encore dans le monde entier qui ont repris ces résultats. Et là, je parle que des médias écrits.
Je suis sollicitée depuis quelques jours énormément pour reprendre ces résultats dans toutes sortes de médias, Sciences et Avenir, radio, etc. Donc, bien sûr, on ne peut pas faire un mail à chaque fois qu'il y a une de ces publications. Par contre, je peux, peut-être ce qui vous intéresse plus, c'est de savoir quand ça va paraître dans des médias que vous lisez plus activement, comme Ouest France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres noms de médias spécifiques pour lesquels vous voulez qu'on vous prévienne, mais c'est vrai que c'est rediffusé, repris. En fait, il y a une conférence de presse de l'INSERM et donc ça a été repris par énormément de médias. Même nous, on n'est pas au courant en fait de tous les médias qui reprennent. On voit juste parfois que c'est retweeté ou repris dans des médias. Donc moi, je viens de voir ce matin, par exemple, sur un site qui référencie un certain nombre, le site de l'article JAMA Neurologie, là, dans lequel ça a été publié. Il reprend les médias qui ont repris dans le monde entier ces résultats. Et donc, il liste, je crois que c'est maintenant à 62 le nombre de ces médias. Ça ne va pas forcément vous intéresser parce que vous n'allez pas regarder dans ces médias en anglais. Mais après, je pense que peut-être on peut vous envoyer l'information pour les médias qui vous intéressent plus particulièrement. D'accord. Valérie, tu confirmes? Oui, sur France, c'est déjà un très bon support. Hein. Oui, bah, faut juste qu'on n'oublie pas, quoi. Ouais, on va y penser. Mais quels sont les… Il y a Ouest France. Alors, Ouest France, je ne crois pas qu'on ait déjà été contacté. Après, il faut qu'on soit aussi au courant parce que comme il y a une conférence de presse, ils peuvent simplement reprendre l'information, la réécrire et on n'est pas toujours au courant. En tout cas, pas tout de suite. Gaëlle, à quand le logiciel subventionné par la Basse-Normandie pour la méditation? Oui, alors, c'est vraiment en une activité intense, le petit groupe qui développe l'application. Développer une application, ça peut être très long. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a un peu découragé au début en disant si vous partez de zéro, vous en avez pour 10 ans. Ça ne va pas prendre 10 ans. Voilà. Par contre, je pense qu'il y en a encore pour un petit peu de temps avant que vraiment on ait terminé l'application. Ça a énormément avancé. Hein. Pour vous dire quelques informations, on est en train de travailler sur le design de l'appli. Il y a des enregistrements audio qui seront disponibles dans l'appli, qui ont déjà été enregistrés, etc. Donc, ça avance significativement et concrètement. Mais voilà, ça va mettre encore un peu de temps avant qu'on puisse être en phase finale et le délivrer à tout le monde. En tout cas, vous en serez informés. J'espère que l'UIA entendra ces résultats parce que ça fait quelques années que j'essaye de faire entendre ça à Coutances pour qu'on ait des ateliers de méditation à l'UIA Coutances. Eh bien, vous pouvez leur transmettre. J'espère, mais je vais leur transmettre. Hein. Voilà, et puis également retrouver sur un peu les réseaux sociaux, sur le site internet, etc., comment ces informations sont rediffusées. Vous voyez que ça fait beaucoup de bruit et donc ça peut être utilisé également comme argument pour la mise en place des ateliers. Voilà. Alors, Gaëlle, vous nous avez proposé une partie des résultats. Qu'est-ce qu'on peut attendre des nouveaux résultats qui des résultats futurs. Donc, oui. Alors, on a eu cette semaine une grosse réunion de consortium où tous les partenaires, on est 11 partenaires dans 6 pays européens, comme vous le savez, à travailler activement sur ces données et selon notre expertise.
On s'est réunis la semaine passée, on s'est présenté tous les résultats qui sont en cours d'analyse par les étudiants de tous ces pays. En fait, c'était extrêmement enthousiasmant. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas pu se voir en direct. Ça faisait vraiment plaisir de voir tous les travaux actifs de tout le monde. Les étudiants de partout qui ont plein de résultats dans plein de domaines. Ça va être difficile de vous les résumer comme ça en 5 minutes, mais ce qui est un peu regardé, c'est les résultats de la méditation sur les autres aspects de la méditation et de l'anglais, et ou de l'anglais. Il y a des études qui vont s'intéresser que à la méditation, d'autres qui vont vraiment s'intéresser que à l'anglais. C'est tout un travail d'un groupe de travail qui est spécialisé sur l'impact de l'intervention de l'anglais sur toutes les autres mesures. Là, des travaux en cours, par exemple, ont montré sur les aspects plus cognitifs, la cognition, les capacités cognitives, d'autres sur la qualité de sommeil, d'autres sur la connectivité du cerveau, etc. Donc, voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a eu aussi des présentations sur le Covid, la façon dont vous avez vécu le Covid pendant les périodes de confinement, etc. Donc, voilà, beaucoup d'analyses en cours, des résultats qui sont un peu préliminaires pour l'instant. Ce n'est pas des publications, parce qu'on n'avait pas le droit de publier encore des résultats tant que cette publication n'était pas sortie. Et donc là, plein de choses vont sortir dans les mois à venir, et on fera donc une conférence de visu pour vous résumer ces résultats. Voilà, enfin certains de ces résultats, en tout cas, s'il y en a trop, on ne pourra peut-être pas résumer tous, mais voilà. Merci. Bonjour, Jean-Marie Le Cavet. Moi, je voudrais demander s'il faut attendre forcément les résultats définitifs pour que François Collère puisse publier ces films que nous attendons, parce que moi-même, j'ai participé et d'autres. Donc voilà, et il attend toujours pour pouvoir publier. Alors, comme vous savez, il y a eu un documentaire qui a été réalisé par François Collère. Son documentaire s'intéresse directement, non pas à l'étude, mais, comme on en a parlé plusieurs fois, à la méditation. Donc, il a suivi des participants, comme vous, monsieur, tout au long du processus de l'étude. Avant d'avoir le droit de diffuser ce documentaire, là encore, la règle d'un essai clinique, il devait attendre la publication de ce premier article. Depuis le 10 octobre, l'embargo étant levé, il a le droit de diffuser ce film. Donc après, c'est plus de son côté d'organiser la diffusion. Donc je pense que c'est prévu. Il a également prévu il est en train d'essayer de mettre en place une diffusion en avant-première. Pour vous, participants de l'étude, c'est pas facile, vous allez en entendre parler. C'est de son côté, mais c'est pas forcément facile à organiser. Donc, avec les cinémas, il est en train d'essayer de Caen, enfin de la région, donc essayer de mettre ça en place pour que vous puissiez voir une diffusion de ce film en avant-première avec lui-même et moi aussi dans la salle pour répondre aux questions, pour interagir. Voilà. D'accord, merci. Et ça ne sera pas, je pense, avant janvier, cette diffusion en avant-première. Voilà, c'est compliqué à organiser. Je vois tous les mails qui passent et tous les efforts qu'il fait. Il fait beaucoup d'efforts, mais voilà, c'est compliqué à la fois pour des raisons financières, mais aussi et surtout pour des raisons d'organisation, des raisons politiques, etc. Bon. Donc, voilà. Donc, vous confirmez que l'embargo est levé et qu'il peut effectivement faire sa publication. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de questions anodines ou pas intéressantes ou pas importantes ou quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous passe par la tête à oser poser la question. Juste une question sur l'écart qu'on peut avoir entre les résultats officiellement donnés aujourd'hui et votre représentation sur ces résultats. Est-ce que vous êtes, en gros, est-ce que vous êtes satisfaite des résultats obtenus ou déçue? Votre opinion et votre ressenti là-dessus? Alors, peut-être sur le coup,
comme c'est les critères de jugement principaux et que c'est ça qui va être utilisé pour conclure si la méditation a ou pas un impact, c'est extrêmement réducteur. Et donc, peut-être qu'il y avait une petite déception de voir qu'au final, la conclusion, elle est mitigée. Et donc, ça ne va pas apporter un résultat. Non, pas encore, mais ça se finit dans 5 minutes. Un résultat fort et tranché. Et puis, bon, après coup, en fait, comme c'est vraiment ce que je vous ai dit en conclusion, c'est-à-dire qu'en fait, le résultat, il est mitigé et qu'en fait, on pouvait s'y attendre. C'était un peu naïf peut-être de penser qu'on allait modifier en 18 mois le volume de structure. Et donc, au final, cette tendance qu'on observe sur la perfusion et ces résultats significatifs sur des facteurs comportementaux qui sont importants pour le bien-être, eh bien, nous satisfont. Après, on se rend compte, sans révéler des résultats qui ne sont pas encore publiés, que non seulement la méditation, mais aussi l'anglais vont tous deux avoir en fait un impact important sur plein de mesures. L'anglais est donc aussi quelque chose qui a apporté, quelque chose qui a consisté en une intervention très active et qui a apporté un bénéfice. Et puis, comme je le disais, en fait, on se rend vraiment compte qu'on a sélectionné une population quand même un petit peu préservée, en tout cas sur lesquelles on va avoir plus de difficultés à montrer une amélioration parce que leur vieillissement est déjà un peu ralenti, en fait. Donc, je pense que nous, il faut accepter ça et utiliser ces données. Ces données, elles sont extrêmement précieuses pour nous, pour évaluer et étudier plein de choses. Je pense que dans le cadre du vieillissement réussi, voilà. Enfin, réussi, et là, c'est pas en opposition à un vieillissement qui serait raté, vous voyez, c'est plus un vieillissement qui est un peu préservé par une vie plutôt saine et un vieillissement plutôt actif. Quand on regarde en fait en moyenne, hein, comme vous savez, c'est pas nominatif, c'est j'ai perdu le mot, c'est anonyme. Mais quand on traite les données comme ça en groupe, on se rend compte qu'au niveau des activités cognitives, physiques, du régime alimentaire, tous ces questionnaires qu'on vous a fait, dont vous avez bénéficié, on va dire, qu'on vous a fait passer, eh bien, montrent que vous avez quand même plutôt une vie particulièrement saine par rapport à la moyenne. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage. On ne peut pas encore parler de biais par rapport à cette population déjà sélectionnée. Si, c'est exactement ça qu'on dit, d'ailleurs, dans les conclusions de l'article, qu'on a une population qui est, on parle de biais, mais on dit qu'il n'est pas forcément représentatif, qu'on reconnaît qu'on a sélectionné un échantillon de la population qui est plutôt dans la partie plus préservée du vieillissement, puisque ça fait partie des éléments de discussion des résultats. Donc, oui, ça biaise un peu les effets dans le sens où si on voudrait conclure au fait que la méditation n'a pas d'impact significatif, bon, il y a quand même des résultats significatifs, mais en tout cas sur le volume, on ne peut pas conclure cela définitivement parce qu'en fait, on a un échantillon un petit peu biaisé de la… Voilà. Donc, on peut conclure. Alors, c'est là où l'appli qu'on est en train de développer, que l'on veut diffuser au plus grand nombre, qui sera plus accessible, plus facilement accessible à des populations qui seront peut-être aussi plus représentatives, va avoir un intérêt. Cette appli, elle est non seulement, elle s'inspire vraiment de l'intervention qui a été développée pour l'étude Silver Santé Study, elle visera aussi à recueillir des données scientifiques. Donc, ça sera dans les deux sens. C'est une application pour diffuser au plus grand nombre une intervention de méditation spécialement dédiée aux seniors, mais aussi une application qui nous permettra, nous, chercheurs, à continuer à recueillir des informations scientifiques pour conforter les résultats, les élargir, les préciser et peut-être aussi affiner l'intervention en essayant de mieux comprendre ses composantes actives. Merci. Voilà, alors peut-être s'il n'y a pas d'autres questions,
Je vais vous souhaiter une excellente journée. Il y aura donc une version enregistrée de cet échange qu'on a eu, surtout pour ceux qui n'ont pas pu y participer. Donc, Valérie va faire en sorte de vous la communiquer, de vous la transférer. Et puis, on ne sera pas sans se revoir. Donc, vous aurez de nos nouvelles, notamment pour notre prochaine rencontre dans un certain temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, plaisir. Gaëlle. Merci Au revoir, beaucoup. Corinne.